leur invitation. Et je parlerai de cardiomyopathie septique plutôt que de myocardite septique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette communication. Si on veut définir la cardiomyopathie septique, c'est compliqué parce que, pour faire simple, il n'y a pas de définition collégiale et consensuelle. Et vous voyez que les items qui sont proposés pour la définir sont très larges, puisque c'est une cardiopathie qui n'est pas liée à un épisode ischémique et qui a soit une dilatation ventriculaire gauche avec des pressions de remplissage normales ou basses, soit une diminution de la contractilité ventriculaire, soit une dysfonction ventriculaire droite ou une dysfonction ventriculaire gauche qui peut être systolique ou diastolique, avec une baisse relative de la réponse au remplissage vasculaire. Donc, si on prend ex abrupto l'un ou plusieurs de ces éléments, eh bien, vous voyez que c'est une définition extrêmement large. Quand on prend les données récentes de la littérature, et notamment toutes les revues générales qui sont faites sur le sujet, qui sont très nombreuses, eh bien, il émerge la notion de dysfonction systolique du ventricule gauche induite par le sepsis comme élément prédominant pour définir, en tout cas c'est une proposition, la cardiomyopathie septique. Et donc mon topo se bornera à cet aspect-là. Vous savez que cette atteinte cardiaque liée au sepsis est extrêmement complexe en termes de physiopathologie. Et ce que l'on sait, c'est que expérimentalement, et vous en avez un exemple à droite de la diapositive, l'atteinte myocardique est constante sur la fonction systolique et également sur la fonction diastolique. Et dans ce modèle expérimental, qui étaient des rats challengés avec une endotoxine, et bien sur des cœurs isolés, vous voyez que la DPDT max, qui est un reflet direct de la contractilité, est diminuée chez les animaux qui ont reçu le lipopolysaccharide en noir, à côté des contrôles, et ce, quelle que soit la fréquence cardiaque. Donc l'effet Bowditch joue également en cas de sepsis, mais de façon moindre. Et c'est la même chose pour la dysfonction diastolique, avec la constante de temps tau, qui est plus élevée en cas de sepsis, ce qui reflète une relaxation altérée. Le problème, c'est que cette atteinte systématique, qui est intrinsèque au myocarde lié au sepsis, elle n'a pas toujours une traduction clinique, et notamment, elle n'entraîne pas toujours une diminution de perfusion des organes. Et vous voyez qu'on peut avoir très bien une dysfonction systolique qui ne parle pas cliniquement, qui ne participe pas à la dysfonction d'organes, comme on peut avoir une élévation des biomarqueurs qui évoque une atteinte myocardique sans avoir de dysfonction systolique identifiable par notamment échocardiographie ou hypoperfusion d'organes. Donc le diagnostic n'est pas aussi simple que ça. Vous avez sur la droite la relation entre la fraction d'éjection du ventricule gauche, qui n'est d'autre que le volume d'éjection systolique normalisé par la précharge, et l'index cardiaque, qui prend également en charge la fréquence cardiaque. Et vous voyez, non sans surprise, qu'il y a une certaine relation entre ces deux données, et que si on se donne une borne de 3 litres par minute par mètre carré pour l'index cardiaque et de 40 à 45% pour la fraction d'éjection du ventricule gauche, vous voyez qu'il y a 4 cadrans qui correspondent à 4 profils hémodynamiques différents. Le profil qui nous intéresse aujourd'hui étant dans le cadran inférieur gauche. Est-ce que ce profil de bas débit systémique lié à une dysfonction systolique du ventricule gauche induite par le sepsis est fréquent? Eh bien, vous voyez, sur une série de 388 patients évalués par échocardiographie à la phase aiguë du choc septique, ça représente environ 1 malade sur 5. Ce qui est important à noter, c'est que les patients qui appartiennent à ce groupe, qui ont une cardiomyopathie septique, n'ont pas pour autant une SCVO2 basse, en tout cas pas tous. Et vous voyez que la SCVO2 basse ne peut pas être, les points rouges, ne peut pas être utilisée pour identifier ces patients avec précision. D'autre part, quand on regarde le profil hémodynamique macroscopique, je dirais, de ces malades, de ces 4 groupes, eh bien, vous voyez que le niveau de pression artérielle moyenne de ces patients qui avaient des fortes doses de noradrénaline, le niveau de pression veineuse centrale était toujours en moyenne à 2 chiffres, parce que ces patients avaient été remplis avant d'avoir leur évaluation hémodynamique. Et la seule différence significative pour le groupe cardiomyopathie septique était en moyenne une lactatémie légèrement plus élevée. Donc, très difficile au lit du malade d'identifier les malades qui ont une cardiomyopathie septique.
Et depuis longtemps maintenant, ont été rapportés les premiers cas de ces cardiomyopathies septiques sous la forme d'une dysfonction systolique induite par le sepsis en échocardiographie. Et voilà un exemple en échographie transœsophagienne de ce que peut donner la cardiomyopathie septique sévère. Vous avez ici le ventricule gauche qui est défaillant avec une dysfonction systolique sévère qui est retrouvée en petit axe. Et vous voyez que le diamètre télédiastolique du ventricule gauche est aux alentours de 57 mm. Donc le ventricule gauche est ballonisé, mais en aucun cas dilaté. Vous voyez qu'à J6, avec le contrôle du sepsis, eh bien, il y a une restitution ad intégrum avec récupération d'une fraction d'éjection du ventricule gauche normale et d'une fraction de réduction de surface normale en petit axe. Et vous voyez que ce ventricule gauche a en quelque sorte dégonflé puisque le diamètre télédiastolique n'est plus qu'à 44 mm chez ce sujet qui était jeune. Alors, en termes de prévalence, eh bien, dans les études échocardiographiques, la dysfonction systolique induite par le sepsis, c'est 30 à 60% des patients. Tout cela dépend du moment où est fait l'échocardiographie et de la définition qu'on donne à cette dysfonction systolique. Ce qui est remarquable, c'est que la fraction d'éjection moyenne que vous voyez sur ces 4 études observationnelles est toujours inférieure à 40%. Sur la gauche, vous avez le pourcentage de dysfonction systolique du ventricule gauche chez des malades en choc septique lorsqu'ils sont évalués en échocardiographie dans les 6 premières heures, 12, 24 et 72 premières heures. Et vous voyez que plus le temps passe, plus la proportion de dysfonction systolique augmente. On sait maintenant qu'il peut y avoir une dysfonction systolique, que cette dysfonction systolique peut être légèrement retardée par rapport au début du choc septique et peut n'apparaître qu'à J2 ou J3 dans environ 10 à 20% des cas, soit un tiers des malades concernés. Et on sait que quand elle apparaît de façon retardée, eh bien ses caractéristiques sont les mêmes, comme vous voyez ici. Ici, ce sont les malades qui ont une dysfonction à J1, et ici, les malades qui ont une dysfonction à J2. Vous voyez que l'index cardiaque et la fraction d'éjection du ventricule gauche sont diminués dans les mêmes proportions. Donc en pratique, eh bien, cette recherche de dysfonction systolique doit être faite entre J1 et J3 du début du choc septique qu'on peut définir comme étant le début des vasopresseurs. Maintenant, on utilise la fraction d'éjection du ventricule gauche en routine pour évaluer cette fonction systolique du ventricule gauche et on sait qu'elle est relativement corrélée avec la contractilité, comme le montre cette relation entre fraction d'éjection du ventricule gauche sur l'axe des Y et le rapport pression télésystolique sur surface télésystolique du ventricule gauche qui est un succédané, un reflet de la contractilité du ventricule gauche. Mais on sait aussi que cette fraction d'éjection du ventricule gauche est linéairement et inversement corrélée avec les résistances artérielles systémiques, en tout cas la post-charge du ventricule gauche, ici exprimée comme le stress télésystolique du ventricule gauche. Et vous voyez que cette relation est étroite et inversement corrélée. Maintenant, si on doit donner des chiffres pour définir la cardiomyopathie septique, eh bien, on peut s'appuyer sur cette étude qui est une étude en cluster concernant 360 patients en choc septique évalués par échocardiographie. Et vous voyez que cette analyse a permis d'identifier 5 profils hémodynamiques qui sont bien connus pour les cliniciens. Le patient qui reste hypovolémique au moment de l'évaluation, le patient qui est hyperkinétique à cause d'une vasoplégie prédominante en orange, le patient qui a une dysfonction ventriculaire droite prédominante en violet, le patient pour lequel il n'y a pas d'anomalie hémodynamique évidente en bleu, et puis, sujet qui nous intéresse, les patients qui ont une dysfonction systolique en rouge. Et les critères qui permettait d'identifier ce sous-groupe était une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%. Et vous voyez que l'analyse en cluster permet de retomber sur le même seuil intuitif qui dérivait des analyses observationnelles que je vous ai montrées tout à l'heure. Et une ITV sous-aortique inférieure à 14 cm, ce qui permet de rattacher le bas débit à la dysfonction systolique du ventricule gauche. On pourrait rajouter évidemment chez des patients qui n'ont plus de précharge dépendance. On peut utiliser également le strain, la déformation longitudinale du ventricule gauche, qui pourrait être un paramètre plus sensible que la fraction d'éjection du ventricule gauche. J'en veux pour preuve cette étude de Mondor, où vous avez J0, la première évaluation hémodynamique, un groupe de patients en vert qui a une fraction d'éjection normale, ils ont un strain normal.
En rouge, des patients qui ont une cardiomyopathie septique, une dysfonction systolique, ils ont un strain bas. Mais plus intéressant, c'est le sous-groupe de patients en violet, 13 patients au total, il faut être prudent, qui ont une fraction d'éjection normale à J0 et qui ont pour autant un strain bas. Et ceux-là vont développer une cardiomyopathie septique à J2 ou à J3. Donc un strain anormalement bas, malgré une FEVG conservée, pourrait être un indicateur sensible d'une cardiomyopathie septique à venir. Et vous savez que le strain, eh bien, plus la valeur négative est importante, plus c'est normal. Ici, vous avez un strain normal de moins 20%, et vous voyez que segment par segment, la machine va mesurer le raccourcissement des fibres le long du grand axe, tout autour du ventricule gauche, et va représenter les différents segments. À droite, vous avez un strain anormalement bas, de moins 12% simplement, et vous voyez que les courbes ne sont pas du tout homogènes, parce qu'il y a des segments qui sont plus hypocontractiles que d'autres. Ce n'était pas un choc septique, c'était une cardiopathie ischémique. Généralement, les anomalies dans le choc septique sont assez uniformes. En termes de pronostic, la dysfonction systolique du ventricule gauche ne semble pas être un élément pronostique, ce qui est contre-intuitif. Si vous êtes face à une dysfonction systolique sévère du ventricule gauche chez un patient en choc septique, ce n'est pas pour autant un signe indépendamment lié à la mortalité. Et j'en veux pour preuve ces deux méta-analyses qui montrent que non seulement la dysfonction systolique n'expose pas à un risque de surmortalité, mais qu'elle serait même peut-être plutôt protectrice. Pourquoi? L'hypothèse soulevée est que ces patients auraient des résistances artérielles systémiques plus élevées, seraient moins vasoplégiques, auraient donc une réaction inflammatoire moins marquée et donc un pronostic meilleur. Qu'en est-il du strain? Deux méta-analyses, une au sujet de 5 études, une au sujet de 8 études. Elles disent toutes les deux qu'il faut prendre les résultats existants avec prudence. Dans la deuxième, il y a clairement un signal vers une mortalité accrue lorsque le strain systolique longitudinal est bas, mais cela nécessite confirmation puisque vous voyez que deux études regroupent 30% des patients et tirent vraiment les résultats vers cet indice pronostic. En termes de traitement, j'irai assez vite parce qu'il n'y a pas de grande originalité. Vous savez que l'influence, le retentissement cardiovasculaire du sepsis entraîne une baisse du retour veineux à cause de l'hypovolémie et de la vasoplégie véno-artérielle. Et également, on l'a vu, une atteinte contractile intrinsèque du ventricule gauche. Le remplissage vasculaire initial a pour but d'utiliser la précharge dépendance de ces patients pour restaurer un débit cardiaque, et si celui-ci ne suffit pas à couvrir les besoins de l'organisme et qu'il y a une hypoperfusion persistante, c'est là qu'on se pose la question d'utiliser des inotropes. Naturellement, la dobutamine est utilisée en première intention, et vous voyez que après dobutamine, eh bien, la cardiomyopathie septique répond de façon analogue à d'autres causes de dysfonction systolique du ventricule gauche. Même type de résultat dans cette autre étude. Voilà un exemple d'un patient qui a un choc septique avec une dysfonction systolique, une cardiomyopathie septique sévère, une fraction d'éjection, vous voyez, qui est très basse. L'ITV est à 12,5 cm, donc la moitié de la normale pratiquement. L'augmentation des doses de noradrénaline majore cette dysfonction systolique, et vous voyez que l'ITV chute à 10,2 cm. Et puis, vous avez un effet explosif de la dobutamine à faible dose qui permet de restaurer une ITV normale à 22 cm. Évidemment, tous les patients ne se comportent pas de la même façon. Vous savez que la dobutamine est simplement recommandée en cas d'hypoperfusion persistante avec signe de bas débit cardiaque, malgré une pression artérielle moyenne stabilisée, avec un faible niveau de recommandation car il n'y a pas d'essai thérapeutique existant. Et il y a un essai en cours qui est l'essai ADAPT pour essayer de répondre à cette question. Le lévosimendan n'a pas montré son efficacité en termes de pronostic. Il semble être moins efficace pour augmenter l'index cardiaque à 24 heures que la dobutamine. Et enfin, il y a une niche
pour l'ECMO chez les patients qui ont un équivalent de choc cardiogénique lié à une cardiomyopathie septique très sévère. Mais vous voyez que cette publication est assez biaisée puisque les patients ont été atteints, mis sous ECMO, étaient atteints d'infections pulmonaires dans la majorité des cas, avec une hypoxémie très sévère, donc on peut imaginer qu'ils étaient en SDRA, et ils avaient, voyez, un niveau de lactate très très élevé, et un index cardiaque en moyenne à 1,5, une fraction d'éjection à 17%, donc c'était des patients extrêmement sévères, mais qui ne sont pas très fréquents. Je passe sur les effets hémodynamiques et les effets sur le lactate. Donc pour conclure, eh bien, la cardiomyopathie septique peut, à l'heure actuelle, être définie par une dysfonction systolique du ventricule gauche induite par le sepsis, mais cette définition n'est pour l'instant pas officielle et pas consensuelle. Elle est fréquente et parfois secondaire. Elle peut survenir qu'à J2 ou J3 après le début de la noradrénaline pour le choc septique. Elle est réversible, même si sévère, dans la grande majorité des cas. Pensez toujours, lorsque vous évaluez la fonction systolique, que la fraction d'éjection du ventricule gauche est largement influencée par la post-charge et qu'elle reflète aussi le niveau de vasoplégie. En présence d'un bas débit, éliminer avant tout une précharge dépendance résiduelle qui peut être associée à un obstacle dynamique à l'éjection, notamment chez les gens âgés, et une dysfonction droite. Et c'est la grande force de l'échocardiographie par rapport à d'autres techniques. Et en pratique, eh bien, la réponse à la dobutamine est très hétérogène. Elle peut être explosive et positive, comme l'exemple que je vous ai montré, mais elle peut être absolument nulle, sans pour autant que, à l'heure actuelle, les critères de non-réponse soient identifiés et surtout que leur valeur pronostique soit démontrée. Je vous remercie de votre attention.